J'étais trempée jusqu'aux os, agrippant le volant d'un camion de ravitaillement de la marine, alors qu'une tempête transformait l'autoroute de Virginie en une rivière noire de pluie. Mes essuie-glaces luttaient pour suivre la cadence, battant de façon rythmique contre le torrent. Il était presque minuit, et j'effectuais la dernière étape d'un trajet de ravitaillement de 16 heures pour retourner à la base de Norfolk. Mon nom est lieutenant Emily Hayes, de la division logistique de la Marine des États-Unis. Cette nuit-là, je pensais que la seule bataille que j'aurais à mener serait celle contre l'épuisement. J'avais tort. Des éclairs ont fendu le ciel au-dessus des marais. La route brillait comme de l'huile. Quelque part entre Franklin et Suffolk, une paire de feux de détresse clignotait au loin, à peine visible à travers le mur d'eau grisâtre. Au début, j'ai cru que c'était des débris ou un véhicule en panne. Puis je l'ai vu clairement. Un SUV sombre sur le bas-côté, capot levé, feu arrière faiblissant. Le manuel de la marine dans ma boîte à gants disait une chose: aucun arrêt non autorisé pendant un transport classifié. Mais ma conscience m'en murmurait une autre. Alors que je ralentissais, une silhouette a émergé à travers les rideaux de pluie, un homme agitant les deux bras. Derrière lui, à travers la vitre embuée, j'ai aperçu une femme et un jeune enfant blottis l'un contre l'autre. Mon estomac s'est noué, des civils bloqués au milieu de nulle part pendant une tempête de catégorie 2. « Continue de rouler, me suis-je dit. La base n'est qu'à 30 miles. Tu le signaleras une fois en sécurité. » Mais je n'ai pas accéléré. Au lieu de cela, j'ai garé le camion sur le bas-côté, feu de détresse clignotant. J'entendais déjà la voix de mon commandant résonner dans ma tête. Désobéissance au protocole de transport. J'ai attrapé mon poncho de pluie et je suis sortie sous l'averse. L'homme a crié pour couvrir le bruit du vent. Le moteur est mort. Aucun réseau par ici. J'ai hoché la tête et lui ai fait signe de retourner à la voiture. Restez avec votre famille, monsieur. Je vais regarder. Je me suis agenouillée dans la boue, ma lampe torche perçant la vapeur qui s'échappait du compartiment moteur inondé. L'odeur de fil brûlé et de liquide de refroidissement m'a confirmé ce que je savais déjà. C'était sans espoir. Je suis retournée vers sa fenêtre en traînant les pieds. « Vous n'irez nulle part ce soir, » ai-je dit. « La station-service la plus proche est fermée. La prochaine ville est à 20 miles. » Son visage s'est décomposé. « On va geler ici. » « Pas si je peux l'éviter. » De ma boîte à outils, j'ai sorti un jeu de chaîne robuste. Équipement standard de la marine pour les terrains difficiles. L'homme a essayé de protester, mais je l'ai coupé avec un demi-sourire. « Monsieur, considérez cela comme un exercice de logistique. » La tempête hurlait pendant que j'accrochais le SUV à l'arrière de mon camion. Mon uniforme me collait à la peau. L'eau remplissait mes bottes. Quand tout fut sécurisé, je suis remontée dans la cabine et j'ai vérifié le rétroviseur. Les phares de la famille brillaient faiblement derrière moi. « Très bien, » ai-je marmonné en passant la vitesse. « Ramenons-vous à la maison. » Nous avons avancé au pas sur l'autoroute déserte, les essuie-glaces battant la mesure avec la pluie battante. De temps en temps, sa voix grésillait sur la radio CB que je lui avais donnée. « Toujours là, lieutenant. »« Toujours là, » répondais-je. « Tenez bon. » Après 40 minutes de conduite prudente, la lueur d'un petit motel en bord de route est apparue à travers la brume. Un vague de soulagement m'a envahi. Je me suis garée sur le parking, j'ai décroché les chaînes et j'ai vérifié le SUV une dernière fois. L'homme est sorti, trempé, les yeux brillants de gratitude. « Je n'ai pas beaucoup d'argent liquide, » a-t-il dit, fouillant dans son portefeuille. « Laissez-moi au moins vous payer le carburant. » J'ai secoué la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Mettez votre famille au chaud. C'est tout ce qui compte. » Il m'a observé un instant, comme pour mémoriser mon visage. « Quel est votre nom, lieutenant ?»« Hayes, » ai-je répondu. « Emily Hayes. » Il a hoché la tête lentement. « Vous avez fait bien plus que vous ne le pensez. » Je suis remontée dans mon camion. Alors que je démarrais le moteur, un éclair a jailli à nouveau, illuminant sa silhouette à côté de l'enseigne du motel. Il a levé la main en guise d'adieu. Je lui ai rendu son geste et j'ai disparu dans la tempête. Le portail de la base est apparu près de l'aube, le brouillard s'accrochant à l'asphalte. La sentinelle m'a salué alors que je passais.
Nuit difficile, madame. C'est le moins qu'on puisse dire, ai-je marmonné, forçant un sourire fatigué. À l'intérieur du hangar logistique, l'officier de permanence a pris mon rapport sans faire de commentaire. Mon uniforme était trempé, mes cheveux plaqués sur mon visage. Tout ce que je voulais, c'était une douche et 6 heures de sommeil. Mais un mot m'attendait déjà sur mon bureau. Présentez-vous au capitaine Briggs. 0700 heures tapantes. J'ai soupiré. Cela signifiait des ennuis. Alors que je me traînais jusqu'à mes quartiers, la fatigue m'a frappé comme une vague. J'ai repassé les événements de la nuit dans ma tête. Les yeux effrayés de l'enfant, la poignée de main de l'homme, la tempête avalant la route derrière moi. Je savais que j'avais enfreint le protocole, mais si on me redonnait le choix, je m'arrêterais à chaque fois. À l'extérieur de ma fenêtre, le vent s'est calmé. L'aube s'est glissée sur la base. Une douce lumière rose scintillait sur les flaques d'eau et les hangars d'aviation. Quelque part dans un motel au bord de la route, une famille était en sécurité. Et quelque part ailleurs, un rapport avec mon nom dessus était déjà en train d'être rédigé. La marine m'a appris à suivre les ordres. Cette nuit-là m'a appris quand il ne fallait pas le faire. Le lendemain matin est arrivé bien trop vite. Mon uniforme était encore humide aux poignets alors que je me tenais devant le bureau du capitaine Briggs, ressassant chaque instant de la tempête. La porte s'est ouverte avec un clic métallique. Lieutenant Hayes a aboyé son assistant. C'est à vous. J'ai réajusté ma veste. Je suis entrée et j'ai salué. Le capitaine Briggs a à peine levé les yeux de son bureau. Ses cheveux étaient parfaits, ses rubans alignés avec une précision mathématique. L'odeur de café brûlé flottait dans la pièce. Sans rendre mon salut, il a fait glisser un document sur le bureau. Savez-vous ce que c'est, lieutenant? J'ai baissé les yeux. C'était une réprimande officielle, désobéissance à l'ordre permanent 7A, aucune interaction civile non autorisée pendant un transport actif. Oui, monsieur, ai-je dit doucement. Il s'est adossé à sa chaise. Alors vous comprenez ce que cela signifie. Vous avez mis en péril une cargaison classifiée et compromis notre calendrier. Son ton était sec, chaque syllabe assez tranchante pour couper. Avec tout mon respect, monsieur, ai-je répondu, il y avait une famille bloquée dans la tempête. Un enfant. Briggs a claqué son stylo sur le bureau. Un enfant ne prévaut pas sur le protocole de la marine. Le silence a envahi la pièce. J'ai gardé les yeux fixés sur le mur derrière lui. La devise encadrée. Ordre, devoir, précision. Il a continué, la voix basse et délibérée. Vous avez été l'une de nos meilleurs officiers, Ace. Mais je ne peux pas laisser les sentiments dicter la logistique. Vous serez réaffecté aux opérations de la base jusqu'à nouvel ordre. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle punition. Les opérations de la base signifiaient un travail de bureau, de la paperasse, pas de convoi, pas de mission sur le terrain, juste des murs et du silence. Oui, monsieur, ai-je dit. Il a signé le document avec une fioriture et me l'a tendu. Rompez. Au moment de partir, j'ai surpris le sourire narquois du lieutenant Miller, mon père et éternel rival, adossé dans l'encadrement de la porte avec une tasse de café. Coup dur, Hayes, a-t-il murmuré. La prochaine fois, essaie de sauver le monde sur ton temps libre. Je l'ai ignoré sans un mot. Le bureau de logistique m'a paru étranger après des semaines sur la route. Des rangées d'ordinateurs bourdonnaient sous les néons. L'air sentait l'encre d'imprimante et la climatisation renfermée. Ma nouvelle supérieure, le premier maître Laram, était polie mais distante. Vous saisirez des données d'inventaire jusqu'à nouvel ordre, a-t-elle dit en faisant glisser une pile de formulaires vers moi. Essayez de faire profil bas, lieutenant. Les gens parlent. J'ai hoché la tête en m'enfonçant dans la chaise. Autour de moi, le rythme des claviers remplissait le silence. Par la fenêtre, des avions cargo roulaient sur le tarmac, des missions que j'avais l'habitude de diriger. Chaque soir, je courais sur le même circuit autour du périmètre de la base pour me vider la tête. Le vent nocturne de l'Atlantique était cinglant, presque punitif. Je continuais à voir le visage de cet enfant à travers la pluie, la façon dont elle avait pressé ses mains contre la vitre. Je n'étais pas fière. Je n'étais pas héroïque.
J'étais juste quelqu'un qui ne pouvait pas passer son chemin. Une semaine plus tard, lors d'un briefing matinal, le capitaine Briggs a fait de moi un exemple. Ceci, a-t-il annoncé à la salle en brandissant une copie de ma réprimande, est ce qui arrive quand on ignore le protocole. La logistique n'est pas une œuvre de charité, c'est de la précision. Quelques officiers ont remué avec malaise. Miller m'a jeté un regard d'amusement à peine voilé. Je suis restée silencieuse, la mâchoire serrée. Après la réunion, le chef Morales, un mécanicien plus âgé avec des décennies de service, m'a trouvé près du hangar. Ses mains étaient encore tachées d'huile. Dure journée, madame? A-t-il demandé. On peut dire ça. Il a allumé une cigarette, la fumée s'enroulant dans la lumière du matin. À votre âge, j'ai aussi arrêté un convoi une fois. J'ai sauvé un gamin d'une voiture accidentée sur l'Interstate 64. J'ai aussi eu un blâme. Je l'ai regardé. Que s'est-il passé? Il a souri faiblement. Rien de bon, mais je le referai. Parfois l'uniforme oublie qu'il est porté par des humains. Ces mots sont restés en moi longtemps après son départ. 2 semaines ont passé. Le travail de bureau est devenu routinier, abrutissant, mais sûr. Mes rapports étaient précis, ma conduite irréprochable. Mais le silence dans ce bureau semblait plus lourd que n'importe quelle tempête. Un soir, je me suis attardée près de la jetée, regardant le coucher de soleil s'embraser sur l'eau. Des navires de la marine étaient au mouillage, des silhouettes d'acier contre le ciel déclinant. Je me demandais si la famille que j'avais aidée était bien rentrée chez elle. Peut-être m'avait-il déjà oublié. Peut-être que c'était ça le but. Alors que je me retournais pour partir, un jeune enseigne de vaisseau est arrivé en courant avec un presse-papier. « Lieutenant Hayes, le capitaine Briggs requiert votre présence immédiatement. » Mon pouls s'est accéléré. Une autre réprimande, un renvoi. Je l'ai suivi à travers le couloir, mes bottes résonnant sur le carrelage. Dans le bureau de Briggs, l'air semblait différent, tendu, incertain. 2 chaises faisaient face à son bureau. L'une d'elles était occupée. Un homme s'est levé à mon entrée. Cheveux gris, regard calme et une présence indéniable. Son uniforme brillait d'étoiles d'argent, 4 étoiles. Pendant une fraction de seconde, je n'ai plus pu respirer. « Lieutenant Hayes, » a dit Briggs d'un ton guindé, « permettez-moi de vous présenter l'amiral Warren, chef adjoint des opérations navales. » L'amiral a tendu la main. Ses yeux contenaient une faible lueur de connivence. « Bonjour, lieutenant. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. » Je me suis figée. La reconnaissance m'a frappée comme la foudre. La tempête, la voiture en panne, l'homme qui m'avait demandé mon nom. Le capitaine Briggs a cligné des yeux, inconscient de la tension. L'amiral Warren est ici pour passer en revue notre programme logistique. Mais l'amiral ne regardait pas Briggs. Son regard restait fixé sur moi, calme, mesuré et indéniablement familier. J'ai salué, le cœur battant à tout rompre. « À vos ordres, monsieur. » Il m'a rendu mon salut. « Parlons de protocole, voulez-vous ? Je n'ai pas beaucoup dormi après cette réunion. » Les yeux de l'amiral m'avaient suivi bien après que j'ai quitté le bureau du capitaine Briggs, fixe, indéchiffrable, mais étrangement bienveillant. Toute la base bourdonnait de son inspection surprise, mais personne n'en connaissait les détails. Briggs se pavanait comme un homme passant une audition pour une promotion, aboyant des ordres, polissant son bureau pour la 10e fois. Quant à moi, je faisais profil bas. Paperasse, feuilles de calcul, formulaire de réquisition interminable, n'importe quoi pour m'occuper l'esprit. Mais chaque fois que le tonnerre grondait sur la baie, je me rappelais cette nuit sur la route 58. Le son des chaînes, le poids de la tempête, la voix de l'homme. Vous avez fait bien plus que vous ne le pensez. 3 jours plus tard, on nous a ordonné de préparer une présentation pour l'amiral. J'ai passé l'après-midi dans la salle des opérations à organiser les données de logistique pétrolière et les rapports d'efficacité des itinéraires. Miller, mon rival, s'est appuyé contre le classeur, un sourire narquois aux lèvres. « T'es encore là, Hayes? Je croyais que tu serais déjà renvoyé. » Je n'ai pas répondu. Son sourire s'est élargi. Faut croire que pleurer sous la pluie ne te rapporte pas de médaille finalement.
J'ai continué à taper, calme et constante. Certaines médailles n'ont pas besoin de métal, ai-je dit doucement. Il a froncé les sourcils, ne comprenant pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant que je puisse répondre, le chef Laram est entré avec de nouveaux ordres. Tout le monde en tenue de cérémonie de main. L'amiral visite le centre des opérations à 0900 heures tapantes. Miller a réajusté son col, soudain sérieux. Je me suis contentée d'opiner du chef. Cette nuit-là, j'ai marché jusqu'au dock. Le ciel était clair pour une fois, les étoiles se reflétaient sur l'eau calme. La base était silencieuse, à l'exception du lointain bourdonnement des générateurs. Je me suis appuyée contre la rambarde, respirant l'air salin. J'ai pensé à mon père, un premier maître de la marine, avant sa retraite. Il avait coutume de me dire que le véritable service n'était pas une question d'applaudissements. C'était une question de conscience. Si tu suis chaque règle sans réfléchir, tu n'es qu'un uniforme, disait-il. Mais quand tu suis ce qui est juste, tu es un marin. J'avais enfreint une règle, mais peut-être étais-je resté un marin. Le matin est arrivé avec un soleil perçant à travers les nuages. La base frémissait d'une énergie nerveuse. Les drapeaux ont été hissés, les bottes cirées, les cuivres astiqués. Le convoi de l'amiral Warren est arrivé à 0900 heures exactement. De la fenêtre de mon bureau, je l'ai vu sortir d'une berline noire, accompagné de 2 assistants. Sa posture était détendue. Aucune arrogance, aucune théâtralité, juste une autorité qui n'avait pas besoin de faire ses preuves. Le capitaine Briggs l'a accueilli à la grille, saluant presque avant même que la porte ne s'ouvre. Leur voix portait faiblement à travers la cour. « Nous sommes honorés, amiral. J'ai préparé des rapports complets sur notre efficacité d'approvisionnement. » La réponse de l'amiral fut calme. « Bien, mais ce sont vos hommes qui m'intéressent le plus, capitaine. Les chiffres racontent des histoires. Les hommes disent la vérité. » Je les ai regardés depuis la fenêtre disparaître dans le quartier général. En milieu de matinée, les murmures se sont répandus comme une traînée de poudre. L'amiral avait demandé des dossiers spécifiques, des évaluations de personnel et même des dossiers disciplinaires. J'ai essayé de rester concentré, mais mon nom est revenu plus d'une fois dans les conversations de couloir. À midi, le chef Morales s'est arrêté à mon bureau, les mains dans les poches. « Vous avez l'air d'attendre une tempête, lieutenant. »« J'en ai l'impression, » ai-je dit. Il a fait un signe de tête vers la fenêtre. Les tempêtes ont le don de tout nettoyer. Il m'a laissé avec cette pensée, comme un vieux marin vous lançant une boussole sans carte. À 14 heures, un message est arrivé sur les communications internes. « Lieutenant Hayes, présentez-vous à la salle de briefing du commandement numéro 1. » Mon pouls s'est emballé. J'ai lissé mon uniforme, pris une profonde inspiration, et j'ai marché. À l'intérieur, la pièce était lourde de tension. Le capitaine Briggs se tenait en bout de cette longue table en chêne, flanqué d'officiers supérieurs. L'amiral Warren était assis à l'autre bout, lisant un dossier, mon dossier. « Lieutenant Hayes, » a annoncé Briggs, « nous passons en revue les opérations de la base pour la discipline procédurale. » L'amiral voulait voir un exemple de cas de déviation sur le terrain. Je me suis tenu au garde à vous, me forçant au calme. « À vos ordres, monsieur. » Warren a levé les yeux, rencontrant brièvement mon regard avant de retourner à ses papiers. « Ce rapport indique que vous avez désobéi à un ordre permanent lors d'un transport de ravitaillement actif. Est-ce exact? » « Oui, monsieur, » ai-je dit. Je me suis arrêté pour aider des civils bloqués dans une tempête. Briggs est rapidement intervenu. « Amiral, l'infraction était claire. Elle a mis en péril l'intégrité de la cargaison et violé l'autorité de la chaîne de commandement. » L'amiral n'a pas répondu immédiatement. Il a fermé le dossier et croisé les mains. « Dites-moi, capitaine, une cargaison a-t-elle été perdue? » « Non, monsieur. » « Quelqu'un a-t-il été blessé? » « Non, monsieur. » « La mission a-t-elle finalement été accomplie? » « Oui. » « Mais alors le seul échec, » a doucement interrompu Warren, était un manque de jugement moral. « Le vôtre ou le sien? Je suis encore en train de décider lequel. » La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire de Briggs s'est contractée. « Monsieur, je... » L'amiral s'est levé lentement.
Sa présence remplissait l'espace comme la gravité elle-même. Capitaine Briggs, quand j'étais un jeune officier, mon commandant m'a appris une chose que je n'ai jamais oubliée. Le leadership ne se mesure pas à ceux qui suivent les ordres. Il se mesure à ceux qui savent prendre la bonne décision quand les ordres ne suffisent plus. Il s'est tourné vers moi. Vous avez pris une décision difficile cette nuit-là, lieutenant. Oui, monsieur, ai-je dit à voix basse. Je le referai. Warren a hoché la tête une fois, un léger sourire effleurant ses lèvres. C'est bien ce que je pensais. Sans un mot de plus, il a ramassé le dossier et a quitté la pièce. La porte s'est refermée derrière lui avec un clic discret et délibéré. Briggs est resté figé, le visage livide. Les autres officiers évitaient mon regard. J'ai salué et je suis sorti discrètement. Dehors, la lumière du soleil inondait la cour, chaude sur le béton blanc. L'air sentait le carburant d'aviation et le sel. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un calme inexplicable. L'honneur ne s'annonce pas de lui-même. Il attend juste que la vérité le rattrape. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un email marqué urgent. Présentez-vous au quartier de l'Amiral à 10 heures. Mon estomac s'est noué. La lumière du soleil filtrait à peine à travers les stores pendant que je boutonnais mon uniforme. Chaque geste était délibéré, mécanique. Dehors, les mouettes criaient au-dessus du port, leurs cris déchirant le calme. L'air était lourd, le genre de tranquillité qui précède une tempête qui n'est pas dans le ciel. Les quartiers de l'Amiral se trouvaient au niveau supérieur de l'aile administrative de la base, un endroit où peu de lieutenants mettent les pieds. J'ai réajusté mon col, aligné mes rubans et j'ai frappé. « Entrez », a répondu la voix de l'intérieur, constante, calme, indéniable. Je suis entrée. La pièce était spacieuse, tapissée de cartes, de drapeaux et de photos encadrées de navires et de missions. L'amiral Warren se tenait près de la fenêtre, la lumière du soleil accrochant l'argent de ses cheveux. Il s'est retourné en m'entendant. « Lieutenant Hayes, a-t-il dit, merci d'être venu. » J'ai salué. « Monsieur. » Il m'a désigné une chaise. « Repos. » « Asseyez-vous. » J'ai hésité avant de m'asseoir, ne sachant pas s'il s'agissait d'une conversation ou d'un interrogatoire. Il m'a observé en silence pendant un moment. « Vous vous demandez probablement pourquoi vous êtes ici. »« Oui, monsieur. » Il a souri faiblement. « Moi aussi. » Je n'ai pas su quoi répondre. Il a pris un dossier sur son bureau, mon dossier personnel, et l'a ouvert. « Vous êtes en service depuis 12 ans. 2 citations pour logistique de crise à Bahreïn. Un déploiement humanitaire de l'OTAN. Aucune mesure disciplinaire jusqu'à il y a 2 semaines. Oui, monsieur. » Il a levé les yeux. Parlez-moi de cette nuit sur la route 58. J'ai dégluti, choisissant mes mots avec soin. Il y avait une famille bloquée dans la tempête, monsieur. Un homme, sa femme et leur enfant. Le véhicule était en panne. Pas de réseau. Je les ai remorqués en sécurité en sachant que cela violait le protocole de transport. Il a hoché la tête. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en danger, monsieur, et parce que parfois, ne rien faire semble pire que d'enfreindre une règle. L'amiral s'est adossé, les mains nonchalamment croisées. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis doucement, « Cette famille que vous avez aidée, l'homme, la femme, l'enfant, c'était la mienne. » L'air a semblé disparaître de la pièce. Il a continué doucement, les yeux fixés sur moi, mais la voix lointaine. Ma fille et mon petit-fils rentrèrent de Washington cette nuit-là. Je les avais prévenus pour la météo, mais ils voulaient me faire la surprise pour mon anniversaire. Leur voiture est tombée en panne à 1 heure de la base. Vous les avez trouvés avant que l'hypothermie ne le fasse. Je ne pouvais pas parler. Tout ce que je pouvais entendre, c'était à nouveau la pluie, le visage de l'enfant sur la banquette arrière. Il a contourné le bureau et s'est tenu à côté de moi. Vous ne saviez pas qui ils étaient, mais vous vous êtes arrêtés quand même. Vous avez risqué votre carrière pour aider des inconnus. J'ai lu votre rapport et celui du capitaine Briggs. Son ton s'est durci. Il a qualifié votre décision d'imprudente. Je l'appelle autrement. Comment, monsieur ? Ai-je réussi à articuler. Leadership. Il s'est tourné vers la fenêtre, regardant la baie. J'ai rejoint la marine il y a 40 ans.
J'ai vu des marins qui obéissaient à tous les ordres et perdaient chaque once d'humanité en le faisant. J'en ai vu d'autres qui enfreignaient les règles et sauvaient des vies. La différence, c'est la conscience. J'ai baissé les yeux vers ma main, qui tremblait encore. Monsieur, je n'attendais rien. Je n'essayais pas de... Je sais, a-t-il doucement interrompu. C'est pour ça que c'est important. Il est retourné à son bureau et a appuyé sur un bouton de l'interphone. Faites entrer le capitaine Briggs. Mon cœur a fait un bond. La porte s'est ouverte et Briggs est entré, le dos raide, clairement non préparé à voir l'expression sérieuse de l'amiral et moi assise en face de lui. Amiral, monsieur, a commencé Briggs. Si c'est à propos de l'audit, ça l'est, a dit Warren d'un ton neutre. Mais pas de la manière dont vous le pensez. Asseyez-vous, capitaine. Briggs a obéi, la tension visible dans chaque trait de sa mâchoire. L'amiral a croisé les bras. Capitaine, il y a 2 semaines, une de vos officiers a désobéi à un protocole pour sauver 3 vies, dont l'une se trouve être ma fille. Vous l'avez réprimandée, réaffectée et humiliée publiquement devant ses pairs. Briggs s'est raidi. Monsieur, mes actions respectèrent le règlement. Je sais, l'a coupé l'amiral. C'est bien là le problème. Le silence qui a suivi était plus glacial que n'importe quelle tempête de pluie. Warren s'est approché de lui. Vous faites respecter l'ordre, capitaine. C'est votre travail. Mais l'ordre sans jugement, ce n'est pas de la discipline. C'est de l'aveuglement. Vous avez créé une culture où la peur remplace l'initiative, où les officiers sont punis pour leur compassion. Le visage de Briggs a pâli. Monsieur, ça suffit, a dit Warren doucement, et le ton de sa voix aurait pu trancher l'acier. À compter de cet instant, je vous relève de votre commandement en attendant un examen. Vous vous présenterez aux opérations de la flotte à Washington pour une réaffectation. Est-ce clair? Briggs l'a fixé, l'incrédulité vacillant derrière la formalité. Oui, monsieur, a-t-il dit d'une voix rauque. L'amiral s'est tourné vers moi. Lieutenant Hayes, vous êtes temporairement affecté au poste d'officier des opérations par intérim jusqu'à nouvel ordre. Vous superviserez toutes les évaluations logistiques humanitaires à partir d'aujourd'hui. Monsieur, ai-je dit, stupéfaite. Il a souri faiblement. Considérez cela comme une restitution. Je veux que vos instincts guident cette base. Pour la première fois depuis des semaines, ma poitrine s'est desserrée. J'ai salué d'un geste sec. À vos ordres, monsieur. Warren m'a rendu le salut. Bien. Et Ace, merci. Vous n'avez pas seulement sauvé ma famille, vous m'avez rappelé ce que le mot honneur est censé signifier. Quand je suis sortie, la lumière du soleil matinal perçait à travers les nuages. Des marins traversèrent la cour, ignorant que quoi que ce soit avait changé. Je suis passée devant le même hangar où j'avais été rétrogradée quelques jours plus tôt. Les mêmes mouettes tournoyaient au-dessus de l'eau, le même bourdonnement de moteurs au loin. Mais tout semblait plus léger, plus pur, comme si la tempête avait enfin pris fin. J'ai levé les yeux vers le drapeau qui claquait dans la brise et j'ai murmuré doucement « À vos ordres, monsieur ». Parfois, la justice ne rugit pas. Elle arrive dans un bureau calme, portant 4 étoiles d'argent. À midi, toute la base savait que le capitaine Briggs avait été relevé de son commandement. La nouvelle s'est répandue plus vite qu'un signal radio. La plupart des gens ne savaient pas pourquoi, seulement que l'amiral Warren était arrivé à l'improviste et avait laissé une traînée de silence derrière lui. Les mêmes officiers qui évitaient autrefois de me regarder dans le couloir me saluaient maintenant avec respect. Je n'ai pas triomphé. Je ne le pouvais pas. Ce n'était pas une victoire. J'ai ressenti cela comme quelque chose de plus calme, de plus lourd. Cet après-midi-là, j'ai de nouveau été convoqué à la salle de briefing du commandement. Cette fois, j'y suis entré d'un pas assuré. L'amiral Warren était déjà assis en bout de table, lisant un rapport. Quand il a levé les yeux, son expression était calme, presque pensive. « Asseyez-vous, commandant Hayes », a-t-il dit. Le mot m'a stoppé net, monsieur. Il a souri faiblement. Promotion temporaire. Elle sera officialisée bien assez tôt. Pour l'instant, considérez cela comme un ordre.
Je me suis assise. Mon cœur a cogné une fois. Fort. Merci, monsieur. Il a croisé les mains. J'ai passé la matinée à passer en revue l'intégralité du registre opérationnel de cette base. Les chiffres ont l'air bons, mais le moral, non. Trop de peur, trop peu de confiance. Ça change aujourd'hui. Il a fait une pause, m'étudiant de la manière dont un professeur étudie un élève qui a déjà réussi l'examen. Vous avez fait un arrêt non autorisé, lieutenant. Cela a sauvé 3 vies. Je veux comprendre ce qui vous a traversé l'esprit quand vous avez décidé de vous garer. J'ai pris une grande inspiration. Honnêtement, monsieur, je n'ai pas réfléchi. J'ai juste vu un enfant en danger et j'ai agi. C'est à cela que ressemble le leadership, a-t-il dit. L'instinct né de l'intégrité. La porte s'est ouverte. Le chef Morales est entré, suivi d'un jeune enseigne de vaisseau avec un enregistreur. Vous vouliez les journaux de maintenance, amiral a dit Morales. Warren a hoché la tête. Merci, chef. Restez, s'il vous plaît. Vous aimerez peut-être entendre ceci. Morales m'a lancé un regard perplexe et s'est adossé au mur. L'amiral s'est levé. Le capitaine Briggs croyait que les règles seules bâtissaient la discipline. Il a oublié que la discipline sans conscience s'effondre en cruauté. Je l'ai déjà vu dans des guerres, des salles de conseil et en politique, mais la marine se doit d'être meilleure. Il s'est tourné vers Morales. Vous avez servi 30 ans, chef. Qu'est-ce qui maintient la loyauté des marins? Le respect, monsieur, a répondu Morales sans hésitation. Ni le grade, ni la peur, le respect. Warren a hoché la tête. Exactement. Il a fait un geste vers moi. Le lieutenant Hayes a montré que si elle a désobéi à un règlement, oui, elle a soutenu quelque chose de plus grand, le but même qui le sous-tend. L'enseigne tapait rapidement pendant que les mots de Warren résonnaient dans la pièce. Avec effet immédiat, a poursuivi l'amiral. Cette réprimande est annulée. Le dossier de Hayes reflètera une citation pour jugement humanitaire, dans des conditions défavorables. Son exemple servira dans la formation des officiers. J'ai cligné des yeux. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Ça l'est, m'a-t-il doucement interrompu. Parce qu'un jour, un autre jeune officier sera confronté au même choix que vous. Et quand ils liront votre histoire, je veux qu'ils sachent que la marine défend bien plus que des règles. Morales a souri. Il était temps que quelqu'un le dise à voix haute. Warren l'a regardé. Chef, j'aimerais votre aide pour rédiger cette politique, quelque chose pour garantir que nous ne punirons plus jamais la décence. Ce sera un honneur, monsieur. L'amiral s'est de nouveau tourné vers moi. Vous superviserez l'examen. J'ai confiance en votre capacité à équilibrer le règlement et l'humanité. Je ferai de mon mieux, amiral. Il a souri, mais avec une certaine douceur désormais, la gratitude d'un père plutôt que la fierté d'un commandant. C'est pour cela que je vous ai choisi. Plus tard dans la soirée, je me suis promenée le long de la digue à l'extérieur du quartier général. Le vent portait des odeurs de sel et de diesel, le parfum familier du devoir. Des navires se déplaçaient au loin, des silhouettes grises sur un horizon incandescent. J'ai pensé à Briggs. Il n'avait pas été escorté hors de la base, juste réaffecté. Je ne lui souhaitais aucun mal. D'une manière étrange, j'espérais qu'il apprendrait ce que moi j'avais appris, qu'une autorité sans empathie est creuse. Une voix derrière moi a dit « Permission de vous rejoindre ». Je me suis retournée. L'amiral Warren se tenait là dans son uniforme de cérémonie, les mains derrière le dos. « Bien sûr, monsieur. » Il m'a rejointe à la rambarde. « Belle soirée, » a-t-il dit. « Oui, monsieur. » Pendant un long moment, nous sommes restés sans parler, regardant l'eau bouger avec le courant. « Enfin, » a-t-il dit doucement, « ma fille m'a raconté le moment où vous vous êtes arrêté. Elle a dit que vous aviez l'air calme, même dans le chaos. » J'ai souri faiblement. À vrai dire, j'étais terrifiée. Mais ce métier vous apprend à avancer même quand vous avez peur. Il a hoché la tête. C'est la différence entre le courage et la bravade. L'une est bruyante, l'autre fait simplement ce qui doit être fait. Il s'est tourné complètement face à moi. Vous avez rappelé à un vieil officier pourquoi nous portons cet uniforme, commandant Hayes. Merci, monsieur.
Je quitterai bientôt Norfolk, a-t-il poursuivi. Mais avant de partir, je veux instaurer quelque chose ici, une directive permanente. Nous l'appelons la règle du Samaritain. Tout officier qui s'arrête pour porter secours, même en violation des ordres, ne sera pas puni si des vies sont sauvées. J'ai senti ma gorge se serrer. C'est une bonne règle, monsieur. Il a souri. C'est votre règle, commandant. Vous l'avez inspirée. Il m'a tendu la main. Je l'ai serrée fermement, de la manière dont les marins le font quand les mots ne suffisent pas. Alors qu'il s'éloignait, sa silhouette a fusionné avec le soleil couchant. La tempête qui avait tout déclenché était passée, mais son écho restait. Un rappel que faire ce qui est juste vous coûte parfois tout, avant de vous rendre plus que vous ne l'aviez imaginé. Je suis restée là un long moment, regardant le drapeau onduler au-dessus du port, la lumière s'estomper vers l'or, pendant que le haut-parleur de la base appelait aux couleurs du soir. J'ai salué discrètement. La tempête était passée et, pour une fois, le vent avait un goût de pardon. La cérémonie n'était pas grandiose. Pas de fanfare, pas de photographe, pas de discours répétés à outrance par le Bureau des relations publiques. Ce n'était qu'une poignée de marins rassemblés dans la baie du hangar, la faible odeur de sel et de carburant d'aviation flottant dans l'air. Pourtant, mes mains tremblaient alors que je me tenais au garde-à-vous devant l'amiral Warren. La tempête à l'extérieur était passée, laissant place à une matinée claire et brillante. La lumière du soleil inondait les portes ouvertes du hangar, se reflétant sur l'eau et les rangées d'avions polis. L'amiral s'est avancé, tenant une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une unique feuille de chêne en argent, le grade de commandant. Lieutenant Emily Hayes, a-t-il commencé, la voix constante mais chaleureuse. Votre dossier de service a été modifié pour refléter une citation pour votre jugement en situation de crise. Avec effet immédiat, vous êtes promu au grade de commandant. Ma gorge s'est nouée. J'ai dégluti difficilement. Merci, monsieur. Il a épinglé l'insigne sur mon épaule lui-même, puis s'est légèrement penché en avant. Certaines leçons ont besoin d'une tempête pour être retenues. Vous en avez enseigné une à toute la chaîne de commandement. Les marins derrière moi ont applaudi doucement. Le chef Morales souriait depuis le dernier rang, ses mains burinées applaudissant plus fort que n'importe qui. Quand l'amiral s'est tourné pour s'adresser à l'unité, son ton a changé. Ferme, clair, inoubliable. Chaque règle que nous écrivons existe pour une raison, a-t-il dit. Mais aucune règle, aucune procédure, aucune liste de contrôle ne l'emportera jamais sur la valeur d'une vie humaine. Le commandant Hayes le savait quand d'autres l'avaient oublié. Que cette base se souvienne que le leadership ne se mesure pas par des rapports parfaits. Il se mesure au courage moral. Pendant un long moment empreint de respect, le silence a rempli le hangar. Même les mouettes à l'extérieur semblèrent s'être tues. Après la cérémonie, les marins sont venus un par un me serrer la main. Certains avec qui j'avais travaillé pendant des années. D'autres qui avaient autrefois murmuré que j'étais imprudente. Maintenant, leurs yeux exprimaient autre chose. Du respect, peut-être même de la fierté. Miller s'est approché en dernier. Il était plus silencieux que d'habitude, sa posture incertaine. « Félicitations, commandant, a-t-il dit. Vous l'avez mérité. » J'ai hoché la tête. « Merci, lieutenant. » Il a hésité, puis a ajouté « Je ne comprenais pas, à l'époque, ce que vous aviez fait. » Je lui ai fait un petit sourire. La plupart des gens ne comprennent pas avant d'être celui qui se tient dans la tempête. Il a hoché la tête, les yeux baissés, et est parti sans un mot de plus. Ce soir-là, je me suis retrouvée sur le même tronçon de route à l'extérieur de la base de Norfolk. Le ciel était peint d'une douce lumière ambrée, l'asphalte encore marqué de légères fissures par des mois de tempête. J'ai garé le camion sur le bas-côté et je suis sortie. L'air sentait la pluie et le pin. Je suis restée là un long moment, fixant l'endroit où je m'étais arrêtée cette nuit-là. Le même bruit de tonnerre lointain a roulé à l'horizon. Seulement, maintenant, cela ne ressemblait plus à un avertissement. Cela ressemblait à un souvenir. J'ai pensé à Briggs. Le bruit courait qu'il avait été réaffecté à un poste logistique civil à Washington. Ce n'était pas une disgrâce. C'était de la distance.
C'était peut-être mieux ainsi. Peut-être que la rédemption, pour lui aussi, viendrait de manière plus discrète. Plus tard cette semaine-là, l'amiral Warren m'a invité dans son bureau pour un café. L'ambiance était informelle, 2 officiers, et non des grades, partageant un silence. Il a regardé par la fenêtre en parlant. J'ai vu des centaines d'officiers gravir les échelons parce qu'ils suivaient les ordres, bien moins parce qu'ils suivaient ce qui était juste. Vous êtes l'une de ces rares personnes qui comprennent les deux. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire, ai-je dit doucement. Il s'est retourné en souriant. Cette humilité est exactement la raison pour laquelle vous méritez ce commandement. J'ai légèrement froncé les sourcils. Commandement? Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un ordre d'affectation. Opération logistique régionale, division humanitaire de la côte Est. Un nouveau programme sous sa direction. J'ai cligné des yeux. Monsieur, c'est exactement ce que vous avez mérité, a-t-il dit en me coupant doucement. Vous superviserez une petite équipe pour la coordination civilo-militaire dans les interventions en cas de catastrophe. Je veux que vous la dirigiez. J'ai passé une main sur le papier immaculé. C'est une grande responsabilité. C'est pourquoi elle vous revient, a-t-il dit, car quand la prochaine tempête arrivera, et elle arrivera, vous saurez quand suivre le manuel et quand suivre votre cœur. Nous avons tous les deux souri, alors, une compréhension silencieuse entre des générations de marins. Cette nuit-là, je suis retournée dans mes quartiers et j'ai posé le nouvel insigne sur mon bureau. Le métal brillait sous la lumière de la lampe, froid, poli, immérité, mais bien réel. J'ai pensé à mon premier jour en uniforme, les mots de mon père résonnant. N'oublie jamais que l'uniforme ne te rend pas honorable. C'est toi qui rends l'uniforme honorable. J'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la base scintillaient comme des étoiles se reflétant dans l'eau sombre. Quelque part au-delà d'elle, un autre officier conduisait probablement à travers une autre tempête, confronté au même choix impossible que moi autrefois. Si mon histoire parvenait jusqu'à eux, si elle aidait ne serait-ce qu'une seule personne à choisir la compassion plutôt que la commodité, ce serait suffisant. Le lendemain matin, l'amiral Warren a quitté la base de Norfolk. Ses derniers mots pour moi ont été simples. Gardez le bon cap, commandant. Quand sa voiture a disparu au bout de la chaussée, je suis restée sur la jetée jusqu'à ce que le vent tombe. Le monde me paraissait plus vaste, plus pur, nouveau. L'honneur n'est pas l'absence d'erreurs. C'est le courage de les faire pour les bonnes raisons. 1 an a passé. Les tempêtes frappaient toujours la Virginie à chaque printemps, mais je ne craignais plus le grondement du tonnerre. Il me rappelait que le temps le plus rude de la vie permet parfois de purifier l'air. Je dirigeais désormais le projet Samaritain, l'initiative de logistique humanitaire que l'amiral Warren avait imaginée. Notre petite équipe de conducteurs civils et de la marine livrait des fournitures lors d'inondations, d'ouragans et d'incendies sur toute la côte Est. La devise peinte sur chaque camion de transport venait de quelque chose qu'il m'avait dit un jour. L'ordre est au service des hommes, ou bien il ne sert à rien. Chaque jour ressemblait à une mission qui avait un sens. Les jeunes officiers sous mon commandement n'avaient pas peur de poser des questions difficiles ou de prendre des décisions morales. Quand l'un d'eux m'a demandé une fois « Madame, que se passe-t-il si nous recevons un blâme pour nous être arrêtés pour aider quelqu'un ?» J'ai souri et montré la plaque sur le mur. La règle du Samaritain, ai-je dit. Vous n'en recevrez pas? Un après-midi, en parcourant des manifestes d'approvisionnement, j'ai reçu une lettre. L'écriture était soignée, démodée. L'adresse de l'expéditeur était à Washington. C'était du capitaine Red Briggs. Commandant Hayes, j'ai entendu parler du programme que vous dirigez. Vous aviez raison. J'avais tort. J'ai passé ma carrière à penser que le leadership signifiait le contrôle. Vous m'avez montré que cela signifie la conscience. J'ai postulé pour un poste de bénévole à la Croix-Rouge. Il est peut-être temps que j'apprenne ce qu'est la véritable logistique. J'ai reposé lentement la lettre. De l'autre côté de la fenêtre de mon bureau, la lumière du soleil se répandait sur la cour du dépôt. Pour la première fois, je ne ressentais aucune amertume, seulement l'achèvement d'un chapitre. Certaines leçons mettent plus de temps à être assimilées que d'autres. Des semaines plus tard,
L'amiral Warren a visité la base pour le premier anniversaire du projet Samaritain. L'âge avait ralenti sa démarche, mais ses yeux gardaient toujours cette chaleur constante. Il a exigé aucune cérémonie, aucun discours, juste une visite discrète. Nous avons marché à travers le hangar où des rangées de camions brillaient sous les lumières. Il s'est arrêté devant l'un d'eux, orné de l'emblème bleu et or du Samaritain. « Vous avez accompli ceci », a-t-il dit doucement. « Vous avez pris un simple acte de décence, et vous en avez fait une doctrine. » J'ai secoué la tête. « C'est vous, monsieur. Je n'ai fait que suivre la carte que vous aviez dessinée. » Il a ri doucement. « Les cartes sont inutiles sans quelqu'un d'assez courageux pour prendre la route. » Nous avons terminé sur la jetée, regardant le soleil plonger au-delà de l'horizon. L'air était immobile. L'eau prenait une teinte d'or fondu. « Je me demande parfois, a-t-il dit, combien de personnes traversent la vie sans jamais réaliser qu'elles ont déjà fait la plus grande des différences, en un seul petit instant. Je l'ai regardé, cette nuit-là sur la route 58. Je ne pensais pas à faire une différence. Je voyais juste une famille qui avait besoin d'aide. Et ça, a-t-il dit, c'est exactement pour cela que c'était important. » Nous sommes restés là, en silence. Puis, de cette voix grave et rocailleuse qui portait le poids de 4 décennies de service, il a ajouté « La marine fonctionne sur des règles, commandant, mais elle survit grâce à des gens comme vous. » J'ai voulu le remercier, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Alors j'ai fait ce qui me semblait juste. J'ai salué. Il m'a rendu un salut impeccable et parfait, les yeux brillants dans la lumière déclinante. Quand il est parti ce soir-là, il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo, granuleuse mais claire, prise par une caméra de sécurité d'un motel lors de cette nuit de tempête. Les phares de mon camion brillants, le SUV en panne à côté, la pluie rayant l'air comme des fils d'argent. Au dos, écrit de son écriture soignée, pour quand les tempêtes reviendront, afin que vous vous souveniez à quoi ressemble le courage dans l'obscurité. Je l'ai encadré sur mon bureau. Des mois plus tard, nous avons été appelés à intervenir suite à un ouragan qui avait ravagé les Carolines. J'ai conduit, encore, je ne pouvais m'en empêcher. J'avais besoin de sentir le volant, la route, le but. Mon équipe suivait derrière, en formation de convoi. Les routes étaient inondées, les lignes électriques tombées, les maisons à moitié submergées. Quand nous avons atteint le premier refuge, une vieille femme m'a pris la main et a dit « Vous êtes venus pour nous, alors que personne d'autre ne le faisait. » Ces mots m'ont ramené à cette nuit-là, à la voix du Père sous la pluie. Vous avez fait bien plus que vous ne le pensez. Peut-être que la bonté nous revient de manière que nous ne voyons jamais. Ce soir-là, après la mission, je me suis assise près du camion, regardant les nuages se dissiper. Le monde sentait la terre mouillée et le carburant diesel. J'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient enseigné quelque chose. Mon père, le chef Morales, l'amiral Warren et même le capitaine Briggs. Chacun avait façonné la boussole que je portais en moi. Une douce brise a roulé à travers la base, tirant sur le drapeau au-dessus de ma tête. J'ai murmuré « À vos ordres, monsieur », non pas à quelqu'un de présent, mais au souvenir de chaque tempête, de chaque décision qui m'avait mené ici. Parce que l'honneur n'est pas bruyant, il ne réclame ni reconnaissance ni vengeance. Il attend, calme, constant, jusqu'à ce que le bon choix soit fait. Alors que le soleil se couchait derrière les hangars, je me suis retournée vers mon bureau, où la photo encadrée brillait dans le crépuscule. J'ai souri et j'ai murmuré pour moi-même « Un seul acte de miséricorde peut changer toute une chaîne de commandements. » Puis, avec la même détermination sereine qui m'avait fait m'arrêter sur la route 58, j'ai pris mon stylo et j'ai signé l'ordre de mission suivant. Pour les Américains plus âgés qui ont un jour porté l'uniforme ou qui ont simplement cru qu'il fallait faire ce qui est juste quand personne ne regarde, cette histoire vous appartient. Si elle a touché quelque chose en vous, partagez-la. Rappelez à quelqu'un que la gentillesse, tout comme le service, ne prend jamais sa retraite. Et si vous avez un jour affronté votre propre tempête, puissiez-vous trouver le courage de vous garer sur le bas-côté et d'apporter votre aide. Before we
Okay. Okay. What we're gonna do is yeah. Wait, do I not have like oh it's every what is that? A hype train? Choo choo? Okay. What we actually gonna do? I'm gonna have to take the redeems down for today. Not for today, maybe just for now. We're gonna keep the music. Music redeems are fine. The rest, we just really need to focus on the progress here. Otherwise, I'm just gonna, at that point, at this rate, at this speed, I'm just gonna quit this shit. That's what I'm gonna do. No way! Retro, another gifted subscription! GFC with the subscription as well. Thank you so much, you guys. Goated. I really appreciate you. Let's go, Chad. Let's go. Ryan, your song is up. Nice song. Can you even hear it? Yes, you can, I think. But on TikTok, okay. I think we should be okay. Another! Oh my god. GFC, thank you so much for the gifted subscription! Thank you so much. Oh my god, Chad, thank you so much. You guys goated. Okay, I'm gonna take this off there. Damn. Goated, absolutely goated. Thank you so much. We are growing. Enter a message? What is Streamlabs say? Stream Element saying enter your message. What? Thank you so much, you goats! Had to get to level 2 on the hype train. W. W massive time. Okay, I think we need some music louder. Just a tiny bit louder. Yes. Yeah, Jordan, yes. That's the one. I cannot say it out loud. If you would type in Miss Darkness as one word, you would be able to find me there. Okay. Wait, did we switch off music? We did, right? So yeah, sorry. But at the same time, you'll be able to save up for next week, I think. But I don't know, maybe later on we're gonna put it on, but I just really need to focus and get this shit done. Otherwise, I'm just gonna lose my mind. Oh, with this. And W song, Ryan. W song. Ah! Okay. What the hell was that? Oh, new follow. Jordan, thank you so much for the follow. I forgot I changed it. I forgot I changed the notification. Oh my god, it's so funny. This guy. And they came bounding over. Oh! Thank you, Julia. I appreciate you. Terry, thank you so much for the follow. Welcome, man. Welcome to the VIPs. Exactly. Exactly, VIPs, baby. Oh no.
Salvador, thank you so much for all go populars, legend. W Salvador, massive time. You guys are amazing. Thank you so much. Now what, chat? Nice. Nice bleed there. Kevin, thank you so much for the heart me and for the roses. I see you bumping there. Thank you, Kevin. Thank you, thank you. Oh! Oh, stop it. Stop it, stop it, stop it. Run. Run! King Blaze, what's up? Wait, what you were saying? I can't see it. How come you struggle to tempo after beating the whole lineage bosses? Lineage bosses? I don't know, you tell me. I think, honestly, Elden Ring bosses in comparison to Graceborn bosses are more aggressive. Simple. It must be. Otherwise, I have no idea how come. He's not even that hard. Nice. We finished the song. So yeah, that's how come. And also, I blame chat a little bit for that as well. I have to because that's what they do to me. Redeeming stuff. Redrum with 300 bits? Oh my god, Redrum, thank you so much! Redrum! What a goat! Thank you so much. There you go. Now, W, Redrum, please W's in the chat. I really appreciate it. Thank you so much. I thought he's done, like, Jesus. I can't see shit, man. I cannot see anything at all because the cameraman is just staying behind his ass. We got this, guys. We got this. I couldn't see. I couldn't possibly see. Piss off, man. Now I could see, but I was late. Bastard. I'm in the corner. F you and your lightning, sir. I hate lightning. Okay, the music is so freaking dope. No, bro! Ah! Oh my god. Johnny, how come? How come it was horrendous? I think it's epic. I mean, the boss itself is super dope. I like the boss. But of course, when you see what's under the sheets, that it's two people like standing on each other, like on top of each other, and it's like, whatever. Hello, Kantago, good to see you. Nom nom.
Yeah, we beat Arlecchino. This guy is nothing in comparison. I tried jumping there. It was too late.